Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus. Du coup, moi je suis Thomas. Généralement, je me présente comme Thomas PDM parce que c'est un peu plus court que PTS. Ça fait plusieurs années moi, que je programme des intelligences artificielles. Et là, plus récemment, depuis l'année dernière, je propose mes services. Donc je concrétise des idées et je résous des problèmes en programmant des IA. Et c'est justement pour parler d'intelligence artificielle que je suis là aujourd'hui, pour vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt et quelles en sont les limites. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ChatGPT, petite piqûre de rappel pour les autres, enfin, découverte plutôt, je rappelle, peu importe. Donc, ChatGPT c'est quoi? C'est un service en ligne auquel vous pouvez accéder gratuitement dans votre navigateur, qui propose en fait un assistant IA avec lequel vous pouvez discuter. Concrètement, c'est rien de plus que une IA qui manie le langage, donc qui est capable de sortir des textes cohérents. Mais c'est très pratique parce qu'on peut poser des questions. On peut par exemple dire, je cherche une personne pour s'occuper du secrétariat dans ma PME, rédige une fiche de poste. Ce à quoi, en quelques secondes, on obtient une fiche de poste. Donc il y a quelques coquilles dedans, mais grossièrement, 80% du boulot est effectué, ce qui permet de gagner beaucoup de temps plutôt que de l'écrire de zéro. Vous avez le même principe avec Midjourney sur les images, où là, au lieu de vous générer du texte, ça va vous générer des images. Donc pareil, vous décrivez une image avec un petit texte, et ça vous donne des résultats comme ceci. Ils sont tous des images qui ont été générées par l'intelligence artificielle et pas réalisées par des artistes. En une phrase, l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui accomplit une tâche en simulant des traits d'intelligence humaine. Cette phrase contient beaucoup d'informations intéressantes, notamment déjà un algorithme. Pour définir ça simplement, c'est une succession d'actions à accomplir dans le but de justement accomplir une tâche. Donc un exemple simple, c'est une recette de cuisine. Prendre une casserole, y verser de l'eau, etc. Tout ça, ça fait un algorithme. Derrière, je précise bien une tâche. Parce qu'on parle souvent de l'intelligence artificielle, un peu comme quelque chose qui serait général et qui ferait tout. Mais c'est pas du tout ça. En fait, rien que dans votre téléphone, vous avez une multitude d'intelligences artificielles différentes, vraiment au pluriel. Typiquement, c'est pas la même qui s'occupe de faire la mise au point automatique lorsque vous êtes sur l'appareil photo que celle qui vous suggère des mots lorsque vous envoyez un message. Donc, parler de l'intelligence artificielle de manière générale, c'est pas adapté. On parle vraiment de plusieurs intelligences artificielles faites pour des tâches précises. Enfin, je précise bien, en simulant des traits d'intelligence humaine. Parce que l'IA, contrairement à son nom, n'est pas du tout intelligente. Typiquement, comme vous n'attendriez pas du logiciel qui fait la mise au point de votre appareil photo sur votre téléphone, vous n'attendez pas de ce logiciel qui soit intelligent, qui pense. C'est la même chose avec ChatGPT. Cet outil est fait pour traiter du texte, du langage naturel, et écrire des textes cohérents. Mais il n'est pas fait pour réfléchir. Il n'y a aucune compréhension derrière, il n'y a pas de raisonnement. Et donc c'est tout le temps comme ça. En fait, il faut voir l'intelligence artificielle, enfin une intelligence artificielle, vraiment comme un outil. Et tout comme une calculatrice, vous n'attendez pas de votre calculatrice qu'elle soit intelligente. Elle est un peu débile, la calculatrice. L'IA, c'est pareil. Sauf que tout comme une calculatrice, c'est très utile. On s'entend que si je vous dis 918 divisé par 15,2, j'en ai aussi aucune idée de combien ça fait. Une calculatrice, ça le fait instantanément. Il faut voir l'intelligence artificielle comme quelque chose d'aussi utile que ça. Ça permet d'automatiser des tâches et de les faire de manière beaucoup plus rapide que avant qu'on ait cet outil à disposition. Pour citer plusieurs exemples, donc globalement, vous avez énormément d'outils en ligne, surtout ces dernières années, qui peuvent répondre à certains cas d'usage assez génériques. Ici, vous pouvez voir sur futurpedia.io, c'est un regroupement de plein d'outils. Et vous pouvez chercher, il y a des mots-clés, il y a le cas d'usage en fait, auquel vous voulez répondre, et vous aurez des propositions d'outils. Donc ça peut être très pratique si vous, sans même faire appel à un prestataire, vous voulez regarder s'il n'existe pas déjà quelque chose qui fait ce que vous voulez faire et qui peut vous permettre de gagner du temps.
Après, là, on parlait seulement de solutions assez générales, où les outils sont clés en main, prêts à être pris, mais au sein de vos entreprises, il peut y avoir des cas d'usage automatisables, mais qui nécessitent l'appel d'un prestataire pour faire un peu du sur-mesure. Donc là, j'ai mis des images d'illustration, simplement parce que je n'ai pas le droit de vous montrer les données avec lesquelles je travaille, parce qu'évidemment, les clients gardent le contrôle et le droit d'usage des données lorsqu'on fait de la prestation d'intelligence artificielle. Bref, donc pour citer quelques exemples, ça a beaucoup de domaines d'application. On peut imaginer par exemple la surveillance, pouvoir détecter les personnes, appliquer le même genre de technologie pour de la conduite autonome. Personnellement, là je suis en train de finir une prestation sur le tracking de joueurs de foot, donc pour automatiser le cadrage des matchs. Plutôt qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de placer la caméra et les opérations, détecter automatiquement. J'ai pu travailler avec les hôpitaux, notamment ceux de Nantes et La Rochelle, pour aider au diagnostic de maladies, ou du moins accélérer le processus pour les médecins. Bref, les cas d'usage sont très variés. Tout simplement parce que tout ce qui est faisable par un humain, c'est automatisable par une intelligence artificielle. Les cas d'usage sont énormes. Et c'est pour ça que c'est parfois dur à expliquer et aussi à comprendre, tout simplement parce qu'il n'y a pas un domaine fait pour l'IA. Une intelligence artificielle, c'est programmable pour faire à peu près n'importe quoi. La seule condition, mais elle reste importante, c'est qu'un humain soit capable de le faire. Si un humain peut accomplir une tâche, il est possible de programmer une IA qui l'accomplit. Mais ça reste une limitation assez importante dans le sens où il ne faut pas attendre d'une intelligence artificielle qu'elle résolve un problème que l'humain ne sait pas résoudre. Ça, c'est une mauvaise approche. Il ne faut pas vous dire « Ah non, on n'y arrive pas, est-ce qu'on peut faire une IA qui fait ça ?» Non. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas impossible de faire une IA qui y arrive, mais ça voudrait dire que vous le faisiez mal à la base. Ça nous fait un grand champ des possibles, puisque je vous dis que tout ce qu'un humain peut faire, on peut l'automatiser. Donc derrière, en fait, il appartient à vous de voir quelles sont les tâches que vous voulez en fait, supprimer. Pas vraiment supprimer, puisqu'elles sont toujours faites, mais ne plus accorder du temps. Donc je pense notamment aux tâches qui sont répétitives, longues et pénibles. Mais ça, c'est vraiment à vous de le savoir. Si vous voulez, par exemple, il faut viser les tâches qui vous prennent le plus de temps par rapport aux gains qu'elles ont derrière. Ou alors, tout simplement, ça peut être que vous voulez vous concentrer sur votre cœur de métier et vous voulez vous débarrasser des tâches annexes qui vous gênent. Parce que l'intérêt, il est bien là pour les PME, et peut être pour tout le monde, en fait. C'est de gagner du temps. Donc, derrière, ce temps, il peut vous servir tout simplement à produire beaucoup plus, ou à réduire les coûts en n'embauchant pas et en continuant de produire plus. Bref, vous gagnez du temps, et c'est génial. Je sais qu'il peut y avoir une grosse crainte au niveau de la perte d'emploi, notamment, puisqu'on se dit, ok, on va tous se faire remplacer par des IA. Sincèrement, je ne pense pas du tout que ça concerne nos PME pour une raison simple, c'est que vous êtes vraiment dans un objectif de croissance avec un marché à conquérir, et eh bien, vous n'êtes pas dans une situation où il y a déjà beaucoup trop de personnes par rapport à ce que vous voulez faire. Donc en fait, intelligence artificielle, ça va vous permettre juste d'être beaucoup plus compétitif. Et cela sans même avoir de charges supplémentaires pour l'embauche. Donc de garder vos équipes de taille humaine, disons, mais de pouvoir produire beaucoup plus. Ce qui a derrière beaucoup de bienfaits, dans le sens où plus l'équipe est petite, plus il est simple de prendre des décisions, plus on est flexible. Et donc on peut garder cette flexibilité, cet avantage, tout en étant compétitif sur le marché parce qu'on est capable de produire beaucoup. Maintenant, on va parler un peu de comment ça marche, une intelligence artificielle. Alors, pour beaucoup simplifier les choses, on va dire qu'il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est la définition manuelle d'un algorithme, donc d'une intelligence artificielle. Ce que j'entends par là, c'est concrètement la recette de cuisine. C'est-à-dire que le chef, il a fait des tests de combinaison d'ingrédients, et à la fin, il écrit manuellement la recette. Pardon, merci. Faire ça, puis ça, puis ça. Donc ça, c'est une définition manuelle de l'algorithme. Ça a l'avantage de consommer peu de données et peu d'énergie, généralement. Ce que j'entends par là, c'est que on a besoin d'identifier, en fait, tous les scénarios de notre cas d'usage. Mais une fois qu'on les a identifiés, c'est tout. C'est un peu notre cerveau qui s'occupe de généraliser le problème.
Malheureusement, ceci a des limites, notamment au niveau de la complexité des problèmes qu'on peut aborder. Par exemple, pour de la conduite autonome, vous n'allez pas pouvoir écrire un algorithme à la main qui dit étape par étape comment doit fonctionner. Parce que ça peut vous paraître simple, dit comme ça, de conduire, mais vous n'imaginez pas le nombre d'informations, aussi bien visuelles qu'auditives, que votre cerveau est capable de traiter en temps réel. Pour pouvoir résoudre des problèmes beaucoup plus complexes, enfin en tout cas les automatiser de telle façon que les problèmes plus simples, il y a donc des gens très intelligents qui ont conçu des algorithmes manuellement, en les écrivant, mais qui permettent de concevoir automatiquement des algorithmes. Ce qui permet en fait d'approcher des problèmes beaucoup plus complexes. Malheureusement, ça vient avec ces inconvénients, qui sont que il faut bien approcher l'algorithme, il faut bien automatiser l'écriture de l'algorithme à partir de quelque chose, et ce quelque chose, c'est généralement les données. Donc il faut beaucoup de données, et ça consomme beaucoup d'énergie. Ce que j'entends par beaucoup, compter au moins des milliers de données, si vous voulez faire quelque chose. Et pour clarifier, ce que j'entends par données, si vous travaillez sur des images, à reconnaître des gens sur des images par exemple, une donnée c'est une image. En soi, dans l'utilisation, sur les deux c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'inférence, on s'en fiche, c'est juste qu'on utilise l'algorithme. Ce qui change, c'est vraiment dans la partie conception. Ou à gauche, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on identifie tous les scénarios possibles et on définit le traitement, alors qu'à droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer progressivement l'algorithme final. Ceci, ça se fait, du coup, cette méthode s'appelle l'apprentissage automatique. C'est quelque chose qui regroupe justement plein de méthodes qui permettent d'apprendre automatiquement des algorithmes. C'est aussi ce qu'on appelle le machine learning. Donc, pour l'expliquer, je vais prendre un exemple. Vous voyez du coup un plan en 2D avec des points placés un peu partout. On dit que cette ellipse, ce genre de cercle-là, tout ce qui est à l'intérieur, on va dire que c'est par exemple, ça peut définir les frontières d'une ville, donc on va dire tous les points qui sont dans la ville, on les met en violet. Tous les points qui sont à l'extérieur, on les laisse en rose. Donc ça, c'est l'algorithme humain, c'est-à-dire que c'est notre tâche qu'on cherche à automatiser, et c'est actuellement un humain qui s'occupe de faire ça. Derrière, on va essayer de faire un algorithme qui reproduit la même chose que l'humain. Comment on fait ça? Avec des méthodes d'apprentissage automatique. On va passer un à un tous les points. Donc, par exemple, là, un point tout en haut à gauche, on passe dedans, et on dit, ce point est hors de la ville. Et on fait comme ça sur tous les points. Donc ceux qui sont dans la ville, ce point est dans la ville, etc. Et à la fin, avec les algorithmes du coup, qui permettent d'écrire des algorithmes automatiquement, on arrive à un résultat qui n'est jamais le même algorithme que l'humain, c'est jamais la même frontière de décision. Parce que là, vous pouvez voir que c'est approché, en fait, ça nous fait une frontière, c'est pas exactement les vraies frontières de la ville, mais ça suffit quand même pour avoir de bons résultats. Parce que c'est vraiment ça que ça fait l'apprentissage automatique. C'est une approximation qui permet d'avoir un algorithme qui est à peu près similaire au système de décision humain dans ce scénario. C'est comment on aurait fait un humain dans ce cas-là, on l'approche. C'est vraiment ça le principe. Par rapport à la slide suivante, je vais définir déjà quelque chose. On ne rentre pas des couleurs, ou pareil, on ne rentre pas des mots dans un algorithme. On les convertit d'abord en chiffres, pour que là, ça soit interprétable mathématiquement. Donc là, dans notre cas, on pourrait dire effectivement que si un point est hors de la ville, c'est proche de 0, donc, et si c'est dans la ville, c'est proche de 1. Je vais maintenant vous parler du deep learning. Le deep learning, c'est une façon de faire de l'apprentissage automatique. C'est une façon de faire du machine learning. Je vous parle de celle-ci car c'est, à l'heure actuelle et depuis une décennie, la plus connue et la plus efficace. C'est ce qui introduit les réseaux de neurones, qui, comme leur nom l'indique, sont inspirés de la biologie. Mais ce n'est pas pour autant que c'est intelligent, c'est toujours des billes. Si on prend notre exemple précédent, en fait, on imagine que, en entrée, ce qui va être passé, c'est les coordonnées de mes points. Souvenez-vous, j'avais des points un peu partout, je passe mes deux coordonnées. Au milieu, c'est un ensemble d'opérations mathématiques assez compliquées, et c'est ça qu'on va modifier de manière à ce que notre algorithme marche bien. Et en sortie, c'est ce fameux C que j'ai dit juste avant. Si c'est proche de 0, c'est hors de la ville. Si c'est proche de 1, c'est dans la ville. Donc c'est rien ni plus ni moins qu'un chiffre entre 0 et 1.
Derrière vient le processus d'entraînement. Donc c'est cette partie-là qui fait que on programme automatiquement l'algorithme. Et c'est là que, enfin c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était très consommateur en données et que c'était très très long, enfin en énergie plutôt, c'était consommateur en énergie aussi. C'est parce que là, ce processus-là, que je vais vous expliquer, on le fait pour chaque donnée, et je vous ai dit, on a des milliers de données, et on le fait des centaines de fois. Donc, c'est assez long, c'est assez consommateur d'énergie. La première étape, c'est tout simplement, avec sa donnée d'entrée, de la faire passer dans notre réseau de neurones. Au tout début, du coup, les résultats seront n'importe quoi. Et on s'en fiche, parce qu'on va progressivement progresser vers le bon résultat. Donc, je passe mes coordonnées, j'obtiens ma sortie C. Ensuite, en fait, on définit une fonction qu'on va minimiser. Cette fonction elle représente la différence entre la vérité, donc est-ce que le point est vraiment hors de la ville ou non, et la prédiction de mon réseau de neurones. Donc, ça, c'est la différence. Et naturellement, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit minimale. Parce que si on minimise la différence, ben, ça veut dire qu'on a un résultat proche de la réalité. Et c'est littéralement ce qu'on va faire. Pour ce faire, on s'appuie tout bêtement sur une propriété mathématique dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui est que si on dérive une fonction et qu'on regarde ce signe nous donne l'information sur la croissance ou décroissance de la fonction originelle. Donc maintenant, comme je vous le rappelle, on veut minimiser f, on veut qu'elle soit la plus faible possible, et qu'on sait dans quel sens ça va. Ben, on sait dans quel sens aller pour modifier tout l'ensemble d'opérations mathématiques là en plein milieu, de manière à aller progressivement vers le point en fait minimal. Et c'est pour ça qu'on fait ça sur chaque donnée des centaines de fois. C'est qu'en fait, on va avancer progressivement jusqu'à atteindre l'endroit où la fonction est minimale. Et si cette fonction est minimale, ça veut dire qu'il y a le moins de différence possible entre l'algorithme humain, donc la tâche qui est actuellement effectuée, et l'algorithme obtenu à la fin, donc qui sera la tâche automatisée par une intelligence artificielle. Pour l'utilisation, c'est beaucoup plus simple. Parce que maintenant, là, tout notre ensemble d'opérations mathématiques qui ne voulaient rien dire au début, ben, il est bien calibré. Tous les chiffres se sont bien mis, et maintenant, ça donne de bons résultats. Donc, vous avez un point, même que l'algorithme n'a jamais vu, vous le balancez dedans, et vous saurez si c'est dehors ou à l'intérieur de la ville. Cette étape est donc beaucoup plus rapide. Là où c'est très long, le machine learning, c'est vraiment définir l'algorithme. Une fois que l'algorithme est défini, sur le terrain, vous pouvez l'utiliser de manière assez rapide. Pour résumer un peu tout ce que j'ai dit, une intelligence artificielle, c'est un outil, et c'est pas intelligent du tout, contrairement au robot, enfin, contrairement à ce que peut indiquer le nom, et ça sert à automatiser une tâche. Et du coup, vous rencontrez plein des intelligences artificielles qui automatisent plein de tâches différentes. L'intérêt, c'est d'automatiser, donc se débarrasser des tâches répétitives, longues ou pénibles. Et les limites, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre d'une intelligence artificielle qu'elle résolve les problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. Si vous n'arrivez pas à les résoudre, ça ne va pas être possible d'automatiser. Si vous arrivez à les résoudre, ça va être possible. Et c'est déjà un champ des possibles très très grand, parce que nous, les humains, on fait beaucoup de trucs. Merci de votre écoute.